Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours en ligne de la MPSI 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer de commencer une nouvelle leçon sur l'intégration des fonctions continues par morceau sur un segment. Donc spécialement, je vais traiter une petite introduction à cette théorie d'intégration, puis voir les subdivisions d'un segment et quelques propriétés de ces subdivisions et de quoi s'agit-il. Puis une classe de fonctions dite des fonctions en escalier afin d'aboutir à définir ce que c'est que l'intégrale d'une fonction en escalier qui va être en fait un outil pour entamer l'intégration de Riemann qu'on va traiter dans ce chapitre. Voilà. Alors, premièrement, je vais commencer par une introduction. Donc, comme vous connaissez, les mathématiciens et les mathématiques se sont intéressés très tôt aux problèmes de calcul d'air et du volume. Donc là, je vais citer spécialement le procédé d'Archimède. D'accord? Donc Archimède généralise son procédé et invente la nouvelle méthode, une nouvelle méthode, dite la méthode d'exhaustion. D'accord? Donc cette méthode s'agit d'approximer l'air ou le volume à déterminer. Donc l'air ou le volume qu'on voulait déterminer par des aires et des volumes élémentaires, ça veut dire des aires et des volumes de triangles, de rectangles, ainsi de suite. Donc des volumes élémentaires, d'accord? Par défaut et par excès. Donc on essaye d'approcher en fait donc entre deux guillemets le verbe approcher, d'approcher le volume ou l'air volu à déterminer par des volumes élémentaires. Donc je dis que entre parenthèses le mot approcher parce que là à ce stade la notion de limite est très loin et bien loin d'être découverte. Donc on n'avait pas la notion de limite. D'accord? Donc la révélation est venue de Newton, d'accord, et de Leibniz quand ils inventèrent le calcul infinitésimal. Donc le calcul infinitésimal, ça veut dire un calcul approché. Donc c'est l'opération de l'intégration est une opération inverse, d'accord, de celle de la dérivation. Donc comme vous connaissez, c'est calculer d'une fois l'air, c'est calculer une intégrale. Et du coup, alors pour Newton et Leibniz, c'est quoi l'intégrale? C'est juste la primitive. Donc si vous calculez l'intégrale entre a et b de f de t dt, donc c'est juste, il faut chercher une primitive de f, de petit f, et faire l'évaluation en b moins l'évaluation en a. D'accord? Donc c'est le théorème, en fait, le théorème fondamental de l'analyse qu'on avait vu déjà dans la théorie d'intégration que nous avons déjà traitée. D'accord? Et donc là, il faut attendre le 19e siècle. D'accord? Il faut attendre le 19e siècle pour que cette notion d'intégrale soit bien formalisée grâce aux travaux de Cauchy et de Riemann. D'accord? Donc, dans ce cours, on va traiter les travaux de Riemann et la théorie qu'on appelle la théorie d'intégration de Riemann. Alors, pour Riemann, il s'intéresse à une fonction f donnée, donc pas nécessairement continue, d'accord, et une fonction donnée sur un segment AB, et il voulait approcher l'aire, soi-disant A, sur le graphe de f. D'accord? Donc, vous avez le graphe de f, l'aire entre le graphe et l'axe des abscisses, et la droite x égale à a, x égale à b. Donc, cette aire, donc, il voulait l'approcher par deux aires élémentaires, on va dire, sigma moins et sigma plus. D'accord? Sigma moins et sigma plus. On va voir un exemple de ces sigma moins et sigma plus.
d'accord? Et de deux familles de rectangles qui approchent par défaut et par excès le volume A, l'aire A ou le volume A, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment comme ça. Donc voilà, donc on prend une fonction f comme ça, donc c'est la même fonction. On forme des rectangles ici au-dessous, donc qui restent à l'intérieur de la surface, puis des rectangles qui seront à l'extérieur. D'accord? Donc une fois je prends celui-là, une autre fois je prends celui-là. Voilà. Donc c'est celui-là. D'accord? Et on calcule en fait cette aire, d'accord? L'aire de ce sigma moins, puis l'aire de ce sigma plus. Bien sûr, il y a ici un défaut, d'accord? Donc il y a ici un défaut, voilà, un défaut, un défaut, un défaut. Voilà, ici aussi il y a un défaut, donc par défaut et par excès. Et du coup, pour Riemann, on va dire qu'une fonction est intégrable, ou Riemann intégrable, il est intégrable au sens de Riemann, ou elle est Riemann intégrable. Donc, pourquoi le mot Riemann intégrable au sens de Riemann? Parce qu'il y a plein d'autres intégrations, d'autres types d'intégration. Donc, on va dire qu'elle est Riemann intégrable si la différence entre sigma plus et sigma moins, donc entre cette aire et cette aire, tendra vers zéro lorsque cet écart, d'accord, cet écart, ces petits écarts, tend vers zéro. Donc lorsque le pas, en fait, on dit que lorsque le pas de la subdivision tend vers zéro. Donc c'est pour Riemann, c'est ça en fait la définition de l'intégration. Donc voilà, le pas en fait c'est la largeur des rectangles constitués. Là on les prend vraiment uniformes, mais on va voir que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est juste une petite introduction. Et c'est pas nécessairement qu'elle soit uniforme. D'accord? Donc la méthode d'exhaustion, donc c'est la méthode d'Archimède et sous-jacente ici à ce procédé. D'accord? Donc c'est presque à peu près la méthode d'Archimède. D'accord? Donc nous travaillons dans ce chapitre pour l'intégration de Riemann dans une classe. D'accord, sur une classe de fonctions beaucoup plus simple que celle étudiée dans l'intégrale de Riemann. Donc, on va s'intéresser qu'aux fonctions continues par morceau. D'accord? Et ça sera en fait simple, amplement suffisante pour pouvoir traiter une large variété de problèmes. Et donc spécialement les fonctions, alors en particulier les fonctions continues sont également des fonctions continues par morceau et ces résultats également seront généralisés pour d'autres types d'intégration. D'accord? Donc les résultats qu'on va voir seront généralisés pour d'autres types d'intégration à des fonctions pas forcément continues par morceau. D'accord? Et donc, on, donc notamment l'intégrale impropre. Donc on va voir un autre chapitre sur les intégrales impropres, les intégrales généralisées. Puis vous allez voir peut-être alors quelqu'un parmi vous allez voir les intégrales de Lebesgue peut-être des études après les classes prépa. Alors, en particulier, pour un segment AB, une fonction f positive, donc là, une fonction qui est positive, donc nous nous attachons dans ce chapitre, à répondre en fait à trouver des conditions, d'accord, sur une fonction f pour qu'elle soit Riemann intégrable. Et donc, spécialement, on voulait répondre aux deux questions suivantes. Donc, la première question, c'est quelles sont les conditions qu'on impose sur f pour que
la fonction f soit intégrable. Là, là celui-là, c'est un mauvais exemple parce que vraiment ici, la fonction, il est continu, donc il est continu, il est bien borné, donc on sait déjà qu'il est intégrable au sens de Leibniz, d'accord? Donc il admet une primitive, ainsi de suite, et donc on pourrait calculer cette intégrale, mais bon, dans le cadre général, on va prendre f une fonction positive, par exemple, et on voulait savoir les conditions qu'on va imposer sur la fonction f pour que f soit intégrable, pour que cette condition soit satisfaite, le sigma moins tendre vers 0 lorsque le pas tend vers 0. Puis, comment calculer cette intégrale? D'accord? Comment calculer l'intégrale de f? S'il est intégrable, comment je vais calculer l'intégrale de f? Donc, ce sont vraiment les deux questions qu'on s'intéresse à répondre dans ce chapitre-là. Alors, pour pouvoir définir l'intégration de Riemann, où nous avons besoin de définir qu'est-ce qu'une subdivision d'un segment. Alors, étant donné un segment AB, d'accord, un segment c'est un intervalle fermé, borné. D'accord, c'est un intervalle, alors on va dire borné, fermé. Donc, une subdivision du segment AB est une famille de points xk. D'accord, une famille finie de points xk, d'accord, de nombres réels tels que le x0 commence en A et le xn termine en B, et les xk sont distinctes de Z2 et sont croissantes, d'accord, c'est une suite croissante de nombres réels qui commence en A et qui se termine en B. Et c'est une suite qui est bien finie, hein. Je dis bien qu'il est fini. Alors, on va appeler le pas. Donc, alors, je reviens sur le même exemple, sur l'exemple là. Voilà. Donc, par exemple, ici, la suite, c'est alors x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. D'accord? C'est une subdivision. Ok. Alors, le pas d'une subdivision, c'est le maximum entre les écarts entre les points. Alors, ici, les points, ils ne sont pas du tout uniformes. Ça veut dire que la distance entre xk et xk plus 1 n'est pas la même. D'accord? Donc, il se peut qu'entre x0 et x1 soit grande, puis petite, grande, puis ils ne sont pas du tout uniformes. Alors, donc, on va appeler ce réel-là le pas de la subdivision. Généralement, on le note H, H taux. Donc, le pas de la subdivision, c'est le maximum des écarts entre les deux points, entre les points de la subdivision. Alors, une subdivision de l'intervalle AB est dite régulière si xk plus 1 moins xk sont égaux. Donc, si les écarts xk plus 1 moins xk sont égaux, comme dans l'exemple précédent. Et si xk plus 1 moins xk, si xk plus 1 moins xk sont égaux, ça veut dire que xk plus 1 moins xk égale b moins a sur petit n. D'accord? Donc, on subdivise l'intervalle à des petits intervalles qui sont égaux. D'accord? Alors, voilà. Maintenant, étant donné deux subdivisions, taux et taux prime deux subdivisions d'un même intervalle AB, on va dire en fait que taux prime est plus fine que taux. D'accord? Elle est plus fine que taux si tout élément de taux est un élément de taux prime. D'accord? Donc, les xk de taux, ce sont des x'k de taux prime. Donc, ce sont des éléments de taux prime. Alors, si vous remarquez ici, comme je viens de dire, une subdivision, c'est une famille. D'accord? Mais une famille, c'est une application. D'accord? C'est une application de 1 n, d'accord? D'une partie d'une partie de grande des nombres des entiers naturels vers R, qui à K fait correspond xk.
D'accord? Qui a K fait correspond à XK. Et donc, pour dire en fait qu'une subdivision est plus fine que tau prime est plus fine que tau, ça veut dire quoi? Que l'image de tau est inclue dans l'image de tau prime. L'image de l'application qui définit tau est inclue dans l'image de l'application qui définit tau prime. D'accord? Voilà. Donc c'est tout simplement. Ça veut dire que le nombre de points que nous avons dans tau prime est beaucoup plus est plus grand que le nombre de points que nous avons dans tau, mais un petit peu plus, c'est que les points de tau sont également des points de tau prime. Donc dans ce cas, on dit que tau prime est plus fine que tau. Voilà, donc c'est dans le sens de la densité des points de tau prime et tau. Ok, d'accord. Alors, étant donné tau et tau prime deux subdivisions, alors d'un même segment AB, alors il va exister une subdivision du même segment AB qui soit plus fine que tau et tau prime à la fois. D'accord? Qui soit plus fine que les deux, que tau et tau prime. Alors, pour ce faire, donc, il suffit de considérer tau seconde comme étant la subdivision tau union tau prime, mais il faut ordonner les points de tau et tau prime de telle façon à ce que la suite xk soit croissante strictement. Toujours le x0, c'est alors les xk ici sont les points de tau et tau prime, les mêmes, hein, les mêmes, les points de tau et tau prime. Donc c'est tau union tau prime ordonnée de telle façon à ce qu'elle soit croissante. Donc dans les éléments sont ceux de tau et tau prime ordonnés dans l'ordre croissante. Grand N, c'est le cardinal de la famille ainsi construite. Ainsi construite, ça veut dire que c'est le cardinal de tau union tau prime. Donc si on ne peut pas dire que c'est le cardinal de tau plus le cardinal de tau prime, parce qu'il se peut que tau inter tau prime, l'intersection n'est pas du tout réduit à 0. Et donc tau seconde est bien une subdivision de l'intervalle AB, il contient tau, il contient tau prime, et donc il est plus fin que les deux. D'accord? Ok. Alors c'est tout simplement, c'est ça une subdivision. Alors pour une fonction en escalier, et qui soit en fait vraiment la base de l'intégration de Riemann, ce sont les fonctions dites, c'est une classe de fonctions dites les fonctions en escalier. Alors par la suite, K désignera R ou C, donc on travaillera avec des nombres, avec des fonctions toujours à coefficient à valeur réelle ou complexe. Et une fonction est dite en escalier à valeur réelle ou complexe définie sur un segment AB, il va être dit en escalier s'il existe une subdivision de segment AB, tau, x0 jusqu'à xn, d'accord, une certaine subdivision telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert xk plus 1. D'accord? Ça veut dire que quel que soit k, il existe une constante ck, complexe ou réelle, telle que, quel que soit x, quel que soit x comprise entre xk et xk plus 1, f de x égale à ck. D'accord? Et si vous voyez ici, alors les xk sont, alors les intervalles ici sont toujours ouverts, hein, sont toujours ouverts. Alors, on prend les intervalles ouverts, donc on ne fait pas appel à la valeur de xk et xk plus 1. La subdivision tau sera dite subordonnée ou adaptée à f. Donc une telle subdivision tau sera dite adaptée ou subordonnée à f. Et on notera par la suite l'ensemble E de ABK, c'est l'ensemble des fonctions en escalier sur l'intervalle AB, à valeur réelle ou complexe ici, hein, réelle ou complexe, pardon, réelle ou complexe, à valeur donc. Donc, une fonction constante, par exemple, alors si on prend une fonction constante, donc c'est une fonction c'est une fonction en escalier. Pourquoi? Parce qu'une subdivision de AB, c'est juste une subdivision. On va prendre la plus simple des subdivisions, c'est une subdivision qui constitue de deux points. D'accord? x0, x1. x0 égale à A, x1 égale à B. Et c'est tout. Et entre A et B,
la fonction est constante. Donc, CK, c'est la fonction, c'est la constante. Alors, si on prend par exemple la fonction à partie entière sur un intervalle AB, sur un segment AB, alors c'est une fonction qui est bien en escalier. Alors, toujours entre kk plus 1 et les constantes, et le k. Donc, c'est une fonction qui est bien une fonction en escalier, d'accord? Et généralement, alors graphiquement, une fonction en escalier, maintenant à valeur réelle, d'accord? À valeur réelle, donc celle-là, il est à valeur réelle. Alors, une fonction en escalier, le graphe d'une fonction en escalier est comme ça, d'accord? C'est l'existence d'une subdivision, x0, x1, x1, x2, puis x2, x3, ainsi de suite, jusqu'à xn-1, xn, xn-1, xn. Et toujours entre k, xk plus 1, la fonction elle est constante. Et comme vous voyez, c'est des points en rouge. D'accord? Les points en rouge sont les valeurs des xk. Donc, il se peut que la valeur change en xk. Il se peut qu'elle change. Il se peut qu'elle ne change pas. D'accord? Il se peut qu'elle soit, par exemple, l'image ici, il se peut qu'elle soit là, comme il se peut qu'elle soit là. Donc, c'est pas nécessairement, il est ouverte comme ça. Bon, par exemple, pour la partie entière, donc c'est un escalier. Donc, c'est pour cela on les appelle des fonctions en escalier, parce qu'elles forment un escalier. Bon, un escalier non uniforme, mais bon. Ok, alors comme remarque, alors C est une subdivision subordonnée à F, alors toute subdivision plus fine est une subdivision subordonnée à F, parce que si vous subdivisez encore les intervalles, vous avez trouvé que la fonction reste encore reste, reste, reste constante sur les nouveaux intervalles. Alors la définition ne fait pas intervenir la valeur de f au point de la subdivision, comme je viens de dire, hein. Il ne fait pas appel à la valeur des xk, hein. Alors les xk, on les touche pas. On ne s'intéresse pas à la valeur des xk. D'accord? Une fonction en escalier est toujours bornée parce que, en fait, il est constant sur chaque intervalle. Il est constant sur chaque intervalle et le nombre des intervalles est fini, hein. Et le nombre des intervalles est fini. Et donc, une fonction en escalier est une fonction qui est bien bornée par la suite. D'accord. Et il est à valeur réelle, bien sûr. Alors, il faut également faire appel aux valeurs maintenant des points de la subdivision. Mais les valeurs des points de la subdivision, on a n plus 1 point, d'accord, x0 jusqu'à xn, mais leur image est finie, hein. F de x0 jusqu'à f de xn est fini, puis les constantes sont tous finies, et donc une fonction en escalier est une fonction qui est bien bornée. Alors là, on a la structure des fonctions en escalier. Alors la structure de cet espace-là, donc alors E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de AB à valeur donc A. D'accord, muni de la loi plus et la multiplication par un scalaire des fonctions. Puis, c'est un sous-anneau de l'anneau des fonctions de AB à valeur donc A muni de la loi plus la somme des fonctions et le produit des fonctions. Et donc, on rassemble les deux propriétés, on peut dire que E est un sous-algèbre. D'accord? C'est une sous-algèbre de l'algèbre des fonctions munie des lois plus multiplication par un scalaire et produit produit des fonctions. C'est une sous-algèbre, pardon. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un sous-anneau, c'est un sous-espace vectoriel pour les deux premières lois et c'est un sous-anneau pour le premier et le troisième, pour la première loi et la troisième loi. D'accord. Alors pour ce faire, on prend par exemple, alors 0, on s'intéresse à 0, c'est une fonction qui est constante sur l'intervalle AB, la fonction qui vaut 0. Et donc c'est une fonction qui est constante, donc c'est une fonction en escalier, premièrement.
Donc déjà celui-là, cet ensemble est non vide, il contient la fonction 0, il contient les fonctions constantes. On montre facilement que si vous prenez par exemple f et g deux fonctions, d'accord, f et g deux fonctions en escalier, alors on a une subdivision subordonnée à f, une autre subdivision subordonnée à g, d'accord? Donc on utilise une subdivision qui est plus fine à la subdivision subordonnée à f et à la subdivision subordonnée à g, qui est l'union tout simplement. Et donc, on peut montrer que la somme reste constante que la subdivision plus fine, que l'union est une subdivision qui est subordonnée à f plus g, ou subordonnée à f fois g, ou subordonnée, ou la subdivision est subordonnée à lambda fois f, hein. C'est vraiment la même chose. Il suffit juste d'écrire ce résultat, hein. C'est vraiment très facile. Euh, alors maintenant, j'arrive à définir ce que c'est que l'intégrale d'une fonction en escalier, mais avant, alors on a comme premier théorème, c'est qu'une fonction f, si f est une fonction en escalier, à valeur dans K, réel ou complexe, alors si τ est une subdivision subordonnée adaptée à f, d'accord, ça veut dire que f est constante entre xk et xk plus 1, d'accord, et la constante vaut ck. Donc, on définit la quantité IR de Ito de f, d'accord? Ito de f, c'est la somme des différences entre xk et xk plus 1 multiplié ck, d'accord? Xk plus 1 multiplié ck. Donc, cette sommation ne dépend pas, est indépendante de la subdivision adaptée à f. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une autre subdivision sigma adaptée à f, alors I sigma, c'est la même chose que Ito. Donc, on a vraiment la même quantité, ne change pas. Et c'est vraiment, donc on va voir que c'est... Alors, ok. Laissons mon commentaire après. Alors, prouvons le théorème. Pour prouver le théorème, alors on remarque, donc c'est une preuve par récurrence sur le cardinal de taux. Alors, si vous prenez par exemple taux une subdivision, et vous ajoutez d un point à taux. D'accord? Alors, on obtient une nouvelle subdivision taux prime. D'accord? Et il va exister un certain j tel que d comprise entre xj et xj plus 1 parce que on a comment dirais-je, une partition de l'intervalle AB. Et donc d serait entre un certain xj et un certain xj plus 1. Et donc, alors, notre nouvelle subdivision, c'est x0, x1 jusqu'à xj, puis d, xg plus 1, xg plus 2 jusqu'à xn. D'accord? Et alors, les autres ne changent pas, mais là, là, on a cj, xg plus 1 et moins xj égale à cj, d moins xj, plus cj, xg plus 1 moins d. Et ce sont les nouvelles, c'est le terme qui va changer entre la somme sur taux et la somme sur taux prime. C'est juste ce point. Donc, xg plus 1 moins xg, c'est associé à taux, mais d moins xg, xg plus 1 moins d, c'est associé à taux prime. Et donc, ceci prouve que, en fait, que taux, alors, je dis bien que les autres sommes restent les mêmes. Et donc, les Ito égale Ito prime. Donc, si on ajoute un point, il ne change pas. Et donc, du coup, par récurrence, donc si on prend par exemple une subdivision plus fine, par récurrence, si on prend une subdivision plus fine que taux, alors Ito égale I sigma. D'accord? Si on prend par récurrence, on ajoute un point par point, point par point. Ça veut dire on ajoute un nombre fini de points. Si on ajoute un nombre fini de points, la propriété ne change pas parce que si on ajoute un point, la propriété ne change pas. Donc par récurrence, si on ajoute un nombre fini de points, on obtient sigma une subdivision plus fine que taux. Et donc Ito de f égale I sigma de f.
D'accord? Maintenant, si on prend sigma, une autre subdivision de AP quelconque, adapté à F, donc on obtient, alors ici également, on utilise le fait qu'une subdivision adaptée, qu'une subdivision plus fine est encore adaptée, qu'une subdivision plus fine qu'une subdivision adaptée est encore adaptée. Alors maintenant, si on prend sigma, une subdivision adaptée à F, alors sigma union tau, donc l'union des deux subdivisions, c'est une subdivision adaptée à F, d'accord? Et donc, et elle est plus fine que tau et sigma. Elle contient tau et il contient sigma. Et du coup, I tau de F serait égal à I sigma prime de F par ça. D'accord? Et I sigma de F égale à I sigma prime de F par ça, par la même chose. D'accord? Parce que sigma prime est plus fine que sigma, donc I sigma prime égale I sigma, puis sigma prime est plus fine que tau, et donc I tau égale à I sigma prime, et d'où on aura en fait l'égalité des deux sommations. Et donc cette sommation-là, alors je reviens sur mon commentaire, cette sommation-là, cette sommation ne change pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, xk plus 1 moins xk fois ck. Ça veut dire quoi? Alors graphiquement, ça c'est xk plus 1 moins xk, d'accord? C'est cet écart. Et ck, c'est cette largeur-là. D'accord? C'est cette longueur fois cette largeur. Et du coup, on calcule l'aire entre la fonction en escalier, d'accord? Donc, xk plus 1 moins xk fois ck, xk plus 1 moins xk fois ck, puis xk plus 1 moins xk fois ck, xk plus 1 moins xk fois ck. Et du coup, on calcule la somme, donc lorsqu'on fait la somme, c'est l'aire de la fonction, c'est l'aire comprise entre la fonction en escalier et l'axe des abscisses. Donc c'est la somme des aires des rectangles, et donc c'est vraiment l'intégrale qu'on cherche, hein. La quantité qu'on vient de définir serait exactement l'intégrale de f. D'accord? Et bon, voilà la définition. Donc étant donné f une fonction en escalier, alors, on va appeler intégrale de f sur AB, c'est le nombre complexe. Notez l'intégrale entre AB sur l'intervalle AB, ou l'intégrale de A à B de f, définie par l'intégrale de f égale à I tau de f, qui est la somme des xk plus 1 moins xk, ck, avec tau est une subdivision adaptée à f. N'importe quelle subdivision adaptée à f. Elle ne dépend pas du choix de la subdivision. D'accord? Et là, il y a quelques propriétés de cette intégrale. D'accord? Donc, premièrement, l'intégrale est linéaire. Alors, cette définition, elle est linéaire. L'intégrale qu'on vient de définir est une forme linéaire sur cet espace. De plus, il y a la positivité. Donc, si f est une fonction à valeur réelle positive, alors l'intégrale de f reste positive. Et donc, on obtient le fait que l'intégrale est une fonction qui est croissante pour les fonctions à valeur réelle. D'accord? Ici, f et g à valeur réelle. Et de plus, on a la majoration. La majoration, donc l'intégrale la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. En particulier, c'est une particularité de ça. Puis, on a la relation de Chasles. La relation de Chasles, l'intégrale de AB, c'est l'intégrale de A à C, plus l'intégrale de C à B, si C est un point compris entre A et B de F, bien sûr. Alors, pour ce faire, donc pour la première, par exemple, on va prendre F, taux 1 et taux 2, deux subdivisions adaptées à F et G respectivement, taux 1 adapté à F, et taux 2 subordonné à G. Donc, on constitue une subdivision plus fine que taux prime, que taux 1 et taux 2, c'est juste l'union. Et on leur donne de telle façon, à l'ordre croissante, d'accord? À l'ordre croissante. Donc, taux est une subdivision premièrement adaptée à la fois à f et à g, parce qu'il est plus fine que taux 1 et taux 2. Et on va l'écrire comme ça, d'accord?
Puis, si vous prenez entre xk et xk plus 1, f est constante, égale à par exemple à ck, et g égale à dk. D'accord? Alors maintenant, on calcule ce que c'est que l'intégrale alpha f plus bêta g associée à cette, alors en utilisant cette subdivision-là, n'est autre que la somme de xk plus 1 moins xk fois la valeur de la fonction alpha f plus bêta g, qui est une fonction constante sur l'intervalle xk plus 1 moins xk, xk plus 1 équivaut alpha xk plus bêta x dk, alpha ck plus bêta dk. Là, on utilise la linéarité de la somme et la linéarité donc c'est juste une propriété de la somme, c'est la somme finie, hein. D'accord? La somme finie, donc là, celle-là, c'est l'intégrale de f, parce que taux est adapté à f. Et là, c'est l'intégrale de g, parce que taux est subordonné à g aussi. Et donc, l'intégrale entre de alpha f plus bêta g égale à alpha l'intégrale de f plus bêta l'intégrale de g. Alors, pour la deuxième, donc si on prend une subdivision subordonnée à f, alors f restera à chaque xk plus 1 est constante, et cette constante est positive parce que la fonction est positive, et l'intégrale de f égale en fait à la somme des xk plus 1 moins xk fois ck, donc par définition. Alors ck est positive, xk plus 1 moins xk est positive parce que la suite, la subdivision est croissante strictement. Donc, et donc on somme des fonctions, on somme des quantités positives, donc la fonction est, l'intégrale est positive. Alors, pour l'autre, l'intégrale de f moins l'intégrale de g, donc il suffit d'appliquer la première et cette intégrale, et la deuxième à g moins f. Donc, f inférieur à g, ça veut dire que g moins f est positive, et donc l'intégrale de g moins f est positive, et l'intégrale de g moins f n'est autre que l'intégrale de g moins l'intégrale de f par linéarité. Pour celle-là, il suffit de remarquer que module de f est supérieur à plus ou moins l'intégrale de f, et donc plus ou moins l'intégrale de f est supérieure à est inférieure à l'intégrale de module de f par ça. D'accord? Et donc c'est ce qu'on obtient ici. Pour l'autre, la relation de chasse, c'est vraiment évidente. Alors pour ce faire, si on prend C à un point entre A et P, on va prendre une subdivision quelconque, une subdivision de l'intervalle AP adaptée à F. D'accord? Donc, on peut supposer que C est un point de taux. Sinon, on forme la subdivision taux prime qui est taux union C. D'accord? Bon, sans perdre de généralité, on va supposer que C égale à un certain CM CM sur un certain XM sur cette subdivision, surtout. Et donc l'intégrale de f, on peut l'écrire comme étant la somme des xi plus 1 moins xi fois ci. Ci, c'est la constante, c'est la fonction, c'est la valeur de f dans l'intervalle. X et plus 1. Et donc cette sommation, on peut l'écrire, c'est la somme de 0 jusqu'à m-1 plus la somme de m jusqu'à n-1. Pardon, là. Et rien n'apparaît, mais bon, ceci n'est autre que l'intégrale de 0 de a à m à c, d'accord, de a à c, parce que ici m-1, mais xm c'est c, d'accord, pardon, xm c'est c, mais là, et là on commence de c, qui est xm, et on termine dans xn, xn c'est cb. Donc ça c'est l'intégrale de a à c, puis là c'est l'intégrale de c à b. Et donc c'est la relation de Chasles ainsi voulue.
Alors, comme dernier exemple, donc un dernier exemple pour le calcul de cette intégrale, donc étant donné par exemple f une fonction constante à valeur réelle ou complexe, et donc l'intégrale entre a et b de f, c'est f de a plus b sur 2, c'est juste la constante qui vaut f, d'accord? C'est la constante f fois b moins a. Pourquoi? Alors, on prend par exemple la subdivision triviale de AB constitue de deux points, x0 égale à A, x1 égale à B, et la fonction est constante entre A et B. Et donc, la valeur de f, c'est f de A plus B sur 2. Là, je prends n'importe quel point entre A et B parce que la fonction est constante. Je prends par exemple le milieu fois b moins a, qui est x1 moins x0. D'accord? Alors, si vous prenez par exemple la partie entière de f, et la partie entière de x, sur un intervalle AB, donc vous prenez une fonction, par exemple, vous voulez calculer l'intégrale de la fonction à partie entière, donc déjà de la théorie d'intégration que nous avons déjà fait, le premier trimestre, je crois, on pourrait pas calculer l'intégrale de la partie entière parce que c'est une fonction qui n'est pas du tout continue. D'accord? On n'a pas de primitive de ça. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas de primitive, mais c'est une fonction qui n'est pas du tout, qui n'est pas continue. Et donc, on ne pourrait pas calculer son intégrale. Alors là, par sa théorie, oui, on peut calculer parce que c'est une fonction en escalier. Et donc, je prends tout simplement une subdivision qui a, alors x0 c'est a, puis xk c'est la partie entière de a plus k, avec bien sûr 6k différents entre 1 et n-1, afin que xn-1 c'est valeur absolue c'est partie entière de a plus n-1 égale à partie entière de b, et xn égale à b. Là, je traite le cas où a et b sont des points réels purs. Ce ne sont pas des entiers, mais on pourrait faire la même chose si s'ils sont des entiers. Donc, si a est entier ou b est entier, d'accord? Donc, c'est juste là, hein, c'est juste là. Si b est entier, mais si a est entier, rien ne change. C'est juste là pour que cette égalité a lieu, hein. Partie entière de b, puis b inférieur strictement. Donc c'est une subdivision qui est bien adaptée à f, parce que f est constante entre deux nombres relatifs, entiers relatifs. Et 2 plus n, comme je viens de dire ici, partie entière de b, c'est xn-1, mais xn-1, c'est partie entière de a plus n-1. Et donc le n, l'entier n, c'est partie entière de b moins partie entière de a plus 1. Et donc on pourrait calculer l'intégrale de f comme étant xk plus 1 moins xk fois la valeur constante qui veut que la valeur constante prise par f entre xk et xk plus 1, qui est par exemple la valeur du milieu. Et donc là, alors pour k égale à 0, donc ceci n'est autre que, alors partie entière, donc ça c'est k égale à 0, d'accord, ça c'est k égale à 0, ça c'est k égale à n moins 1, donc ce qui reste ce qui reste vraiment c'est k égale à 1 jusqu'à n moins 1, donc xk plus 1 moins xk c'est toujours égal à 1, c'est une subdivision bien uniforme, le pas égale à 1, et la valeur f de xk plus 1 plus xk sur 2, c'est la partie entière de a plus k, qui est une suite, la somme de termes d'une suite arithmétique, et donc on obtient cette quantité-là à développer, bien sûr, en remplaçant n par sa valeur qui est là, et à calculer cette somme-là, à calculer, on trouve bien sûr l'aire
de l'intégrale de la fonction partie entière sur un intervalle AB quelconque de R. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.